Bonjour, alors je suis Michèle Vatz-Laroussi, je suis professeure à l'école de travail social à l'université de Sherbrooke depuis 22 ans et avant j'étais en France aussi dans des écoles de travail social et professionnelles et j'ai un doctorat en psychologie culturelle, donc je m'intéresse aux questions culturelles, interculturelles depuis très longtemps et je travaille pratiquement depuis la fin de mon doctorat, donc depuis le début des années 90, sur les questions d'immigration. Donc en ce qui concerne l'immigration, les familles immigrantes, les dynamiques dans les familles immigrantes. Et depuis que je suis au Québec, donc depuis 1992, je m'intéresse à l'immigration en dehors des grands centres, c'est-à-dire dans les régions là où la diversité est moins importante que dans les grandes villes cosmopolites. Donc je m'intéresse aux interactions aussi bien sûr entre les personnes et les institutions, etc. Puis j'ai eu la chance de participer à la fondation du programme de maîtrise en médiation interculturelle à l'université de Sherbrooke. Je dirais que c'est ça. Moi, j'étais assistante sociale en France à partir des années 80. Et j'ai fait mon doctorat donc, en psychologie culturelle avec M. Camilleri, Carmel Camilleri, qui était un des premiers finalement qui s'est intéressé aux questions interculturelles. Alors lui était psychologue et il a dirigé beaucoup de personnes, d'ailleurs beaucoup de personnes qui sont maintenant membres de l'ARIC, parce que lui a été un des fondateurs de l'ARIC, Carmel Camilleri, et il travaillait sur les stratégies identitaires dans les contextes. On n'appelait pas ça diversité culturelle à l'époque, mais dans des contextes où il y avait en particulier des immigrants puis des personnes de la société d'accueil en contact. Donc il a été un des premiers vraiment à s'intéresser à ces questions-là. Il a eu de nombreuses équipes de recherche. Donc moi j'ai travaillé ma thèse de doctorat sur le changement dans les familles marocaines entre les parents et les enfants, les changements culturels. Au Maroc, pour des familles qui étaient restées au Maroc, et en France pour des familles marocaines qui étaient immigrées en France. Donc j'ai fait ma thèse sous sa direction à ce moment-là. Alors mon intérêt pour les questions culturelles et interculturelles date de loin finalement de cette époque-là. Et quand je suis arrivée ici, c'était parfait parce que ici l'immigration est un sujet important, on est dans un pays d'immigration, et puis je dirais que l'interculturel est florissant ici, sans doute plus qu'en France. En tout cas, en 92, il l'était. Je suis arrivée ici à l'université de Sherbrooke, il y avait Fernand Ouellette, qui était un des premiers qui a travaillé sur l'éducation interculturelle. Il était professeur ici, donc j'ai eu la chance de le rencontrer, on a travaillé un petit peu ensemble, etc. Donc le concept d'interculturel, je dirais que c'est sûr que j'avais commencé à travailler en France, mais ici j'ai eu la chance vraiment de le voir se développer et de travailler vraiment directement autour. Je dirais que, moi j'ai fait un doctorat en psycho, une maîtrise en sociaux, je suis travailleuse sociale, donc tous ces éléments-là, il y a beaucoup d'interdisciplinarité dans mon parcours, puis l'interculturel, c'est un objet qui pour moi, un objet de recherche et de réflexion, etc., qui avant tout est interdisciplinaire. Donc ça pour moi c'est vraiment important de tenir compte de ça. Puis qu'est-ce que ça représente? Je dirais c'est avant tout le lien. C'est-à-dire que dans l'interculturel, je privilégie le inter par rapport au culturel. Et donc, c'est vraiment ce qui se passe d'abord entre des personnes, entre des acteurs sociaux, entre des groupes, entre des personnes et des institutions, etc. Donc ça, c'est vraiment ça pour moi le plus important. Donc je dirais que l'interculturel, c'est d'abord et avant tout le lien dans toutes ses formes. Donc un lien qui peut être positif, négatif, absent, etc. Donc travailler sur les questions interculturelles, c'est travailler sur ces liens-là. Et puis l'autre aspect, c'est l'aspect culturel, mais pour moi, l'interculturel, c'est tenir compte de la dimension culturelle dans l'inter, dans le lien, mais ça n'est pas que la dimension culturelle. Puis ça, je pense que je l'ai bien appris ici au Québec,
au Canada où il y avait des tendances culturalistes, et il y en a encore peut-être, mais où on a vraiment remis en question ces tendances culturalistes-là. C'est-à-dire de penser que selon qu'on est d'une culture ou d'une autre, on est tous pareils, etc. La culture est beaucoup plus dynamique et les personnes qui la portent sont elles-mêmes différentes et variées avec des parcours, donc les choses bougent beaucoup plus. Alors ça m'a appris vraiment l'interculturel, c'est vraiment tenir compte de la dimension culturelle, mais dans toute sa dynamique justement et pas de manière figée. Alors je pourrais parler dans les deux pays que j'ai plus fréquentés, en France et puis ici au Québec. Alors c'est sûr qu'en France, on ne parlait même pas d'interculturel à l'époque, on parlait de culturel dans les années 80, quand j'ai fait ma thèse, c'était psychologie culturelle. Mais bon, Carmel Camilleri, en parlant des stratégies identitaires, commençait un petit peu à parler d'interculturel, et donc la RIC a été fondée en 84 par des chercheurs qui s'intéressaient à ces questions-là et qui ont commencé à parler d'interculturel dans un contexte francophone, ce qui est différent du contexte anglophone où il y avait les cultural studies qui étaient déjà là, et puis où l'interculturel était vraiment vu comme des rapports de groupe. C'était travaillé sous des rapports de groupe du côté américain. Donc c'est sûr qu'en France, au début, j'ai commencé à approcher cette notion-là au travers des rapports entre les immigrants et la société française. Mais quand même, moi, je m'intéressais toujours à ce qui se passait dans les familles, puis comment il y avait des choses qui se transmettaient, mais des choses qui changeaient aussi au sein des familles. Donc je pourrais dire que j'ai construit là ma première vision de l'interculturel, mais dans un contexte où finalement c'était peu présent, c'était émergent, puis c'était surtout pris en charge par les psychologues, en fait, cette notion-là. On a eu quelques personnes, quelques sociologues qui ont commencé à s'y intéresser fin des années 80 en France, mais c'est presque toujours resté, enfin, ça a d'abord été du domaine des psychologues et des gens en éducation qui faisaient de l'éducation comparative. Après ça, quand je suis arrivée ici, bon, le concept était, je disais, plus florissant, il se portait mieux, et il était porté beaucoup par l'éducation interculturelle. Donc, je vous ai parlé de Fernand Ouellet, puis il y avait d'autres enseignants, d'autres professeurs, d'autres chercheurs qui travaillaient sur ces questions-là. Il y avait Richard Bourris, qui était plus proche de Berry, John Berry, qui lui travaillait plus du côté américain, et donc il voyait plus les contacts entre groupes, mais qui parlait vraiment d'interculturel comme d'un concept scientifique sur lequel on pouvait faire de la recherche, ce qui en France était beaucoup moins présent. Alors donc ça a été un élément important. Puis en parlant d'éducation interculturelle, on parlait aussi de la société, des rapports entre les personnes dans la société, et donc on a commencé à s'intéresser donc à ce qui se passait entre des immigrants, des groupes d'immigrants, des personnes de la société d'accueil, etc. Puis moi vraiment je suis rentrée dans ce domaine-là, c'est ça qui m'a intéressée, et plus particulièrement donc moi à partir de 97 à peu près, j'ai commencé à développer sur l'immigration en dehors des grands centres, donc vraiment regarder ces contacts interculturels, puis c'est très clairement l'interculturel qui m'intéressait, et ces liens interculturels donc dans des lieux et avec des acteurs peu habitués à la diversité. Le concept de diversité est arrivé plus tard, mais a pris à un moment donné beaucoup plus de place, donc à partir des années 2005, 2007, on s'est mis à parler de diversité culturelle beaucoup plus, avec une critique aussi du concept, et on a mis en opposition l'interculturel et la diversité culturelle, comme si la diversité culturelle renvoyait davantage au multiculturalisme, aux politiques du multiculturalisme, donc au fait qu'il y a des groupes culturels qui se côtoient, mais pas plus, là, qui vivent dans chacun de manière séparée, dans une même société, mais sans s'articuler les uns aux autres. Et de l'autre côté, il y avait le concept d'interculturel, où là, on dit que non, il n'y a pas forcément il ne devrait pas y avoir, il n'y aurait pas des groupes qui soient fermés les uns aux autres, mais au contraire, toujours des rapports sociaux entre des personnes, des groupes qui sont de références culturelles différentes. Et ça, c'est intéressant parce que, petit à petit, au Québec est né le courant de l'interculturalisme. Au début, on a parlé au niveau d'une politique de convergence culturelle. Donc ça, on en a parlé, je
plus les dates en tête exactement, mais dans les années 95, 98, 2000, on a commencé à parler de convergence culturelle au Québec pour se différencier du reste du Canada qui était plus dans la politique du multiculturalisme. Puis à partir de la convergence culturelle, on a continué à travailler sur l'idée d'une société interculturelle ou de politique interculturelle. Il y a une politique d'éducation interculturelle qui a été faite, qui n'a jamais été vraiment très appliquée, mais qui a été faite quand même au Québec, qui est toujours là d'ailleurs. C'est sûr qu'après, beaucoup plus tard, fin des années 2000, 2005, 2007, avec les accommodements raisonnables et puis la commission Bouchard-Taylor, là vraiment on a commencé à parler d'interculturalisme en se disant on devrait avoir une société qui a une politique interculturelle et qu'est-ce que ça impliquerait en termes de rapport entre la majorité et les minorités, parce que c'est un peu ça aussi, oui. C'est le rapport entre la majorité et les minorités, et comment ça peut s'articuler, converger en reconnaissant qu'il y a une majorité, etc. Donc on est vraiment dans ces rapports-là. Alors petit à petit, moi j'ai travaillé toujours sur les dynamiques familiales, mais petit à petit aussi je me suis beaucoup intéressée aux questions des rapports entre majorité et minorité. Et par exemple, les dernières recherches que j'ai faites sur comment les minorités anglophones du Québec accueillent et intègrent les immigrants dans des communautés donc très minoritaires et pas reconnues au Québec. Donc ça réfère vraiment à ce rapport-là majorité-minorité, puis comment finalement des minorités peuvent s'articuler ensemble, être en interaction ensemble. Et donc là encore, on est dans le lien, bien sûr. Mais ça, je reviens à quelque chose que Camilleri avait toujours dit par rapport aux immigrants et à la société d'accueil. Il disait qu'il faut bien prendre en compte que les gens ne sont pas en situation égalitaire, que les immigrants qui arrivent et leur culture n'est pas en situation égalitaire par rapport aux gens qui sont natifs du pays et qui en sont les citoyens légitimes, entre guillemets, dont la culture est dominante. Et donc, dès le début, lui, parler dans ces termes-là, puis les stratégies identitaires qu'il a construites se construisaient sur ces inégalités-là ou sur ce rapport de domination. Donc c'est vrai que pour moi, l'interculturel, et c'est souvent une critique qu'on a fait au concept d'interculturel en disant c'est un peu angélique, ça met tout le monde au même niveau. Non, pour moi c'est vraiment tenir compte des inégalités, des rapports de domination, et en tenant compte de travailler justement pour essayer de rétablir un équilibre et pour que les liens ou les rapports sociaux soient plus équitables. Donc, quand on parle d'une société interculturelle harmonieuse, pour moi, ça peut se faire que justement en travaillant sur des rapports qui sont des rapports d'inégalité aussi. Sûrement, un des plus grands défis, c'est de tenir compte de ces rapports de force, de domination dans les analyses qu'on peut faire et dans les actions qu'on peut mettre en place. Parce que pour moi aussi, je vous ai dit, c'est interdisciplinaire, l'interculturel, c'est tenir compte des rapports de domination, tenir compte bien sûr des cultures, mais des dynamiques de culture qui sont vraiment mouvantes, tenir compte des parcours des gens. Mais c'est aussi être vraiment toujours attentif au fait que il y a des utilisations politiques qui vont être faites, soit pour, soit contre ce terme-là, mais il y a toujours des usages politiques qui vont être faits. Donc je dirais qu'un des éléments importants, ça va être de tenir compte de ces usages politiques, de ces utilisations-là qui vont être faites, de ne pas être naïf par rapport à ça aussi, mais de continuer à promouvoir... Moi, je continue à promouvoir un interculturel qui peut amener du changement social. Donc, qui peut amener des changements dans les politiques sociales, qui peut amener du changement dans ces rapports sociaux inégalitaires, etc. Et ça, je dirais que c'est sûrement le plus grand défi, c'est de se dire, bon, oui, on peut regarder les relations interculturelles, on peut les comprendre, les contacts de culture au travers des personnes, des institutions, on peut saisir en quoi il y a des rapports d'inégalité, mais comment on fait pour que ça amène du changement social? C'est peut-être ça le plus grand défi.
Alors je dirais que je l'utilise de plusieurs façons, mais c'est sûr que dans mes cours en travail social, ben, c'est pas toujours facile à introduire, hein, parce que d'abord en travail social, on apprend à travailler avec des gens dans une société, à entrer dans un travail qui vise le changement social. Donc c'est sûr que bon, de plus en plus, on va parler de l'intervention interculturelle, qui est une approche en travail social qui tient compte de ces contacts de culture. Donc c'est sûr qu'on l'introduit au travers de ces cours-là. Dans la maîtrise en médiation interculturelle, on a créé cette maîtrise-là autour de l'interculturel, donc là c'est pas difficile de l'introduire. L'interculturel est au cœur vraiment de cette maîtrise, puis on l'a créé vraiment justement pour donner de la légitimité aux personnes qui sont formées, qui travaillent avec ce concept-là, dans cette réalité-là interculturelle. Donc il s'agissait vraiment de donner de la légitimité, de donner du poids à ces personnes-là et qu'elles aient des emplois qui correspondent aussi à cette lecture de la société et des rapports sociaux. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, vraiment l'interculturel est tout à fait central, mais dans ses différentes définitions, comme je vous le disais tout à l'heure, et donc pas sous un angle l'angélisme, etc., ou le considérer juste comme un concept théorique, en fait. Ça, c'est un élément important. Comment je le travaille aussi au travers de mes recherches? Je le travaille beaucoup au travers de mes recherches parce que c'est sûr que quand j'aborde l'immigration ou les rapports sociaux entre des communautés minoritaires, majoritaires, etc., c'est toujours en tenant compte de la dimension culturelle. Pas en la mettant forcément de la première dimension, mais en tenant compte. Donc l'interculturel, il est toujours présent et ce cadre-là est toujours présent dans mes recherches. Et le dernier point, c'est que depuis quelques années, peut-être grâce justement à la maîtrise en médiation interculturelle, j'essaie de développer des méthodologies de recherche qui soient des méthodologies de recherche action-médiation. Entre autres actuellement avec des groupes de femmes, donc on est en train de mener une première recherche, puis l'idée ça serait vraiment de développer plusieurs terrains, plusieurs sujets de recherche où cette méthodologie-là, recherche, action, médiation se développe. Et quand je parle de recherche, action, médiation, c'est médiation interculturelle dont il est question. Donc c'est vraiment développer des méthodologies de recherche, mais aussi de changement social, de mise en dialogue, de population, et que ça se passe donc à un niveau interindividuel, mais aussi entre des groupes, avec des institutions. Puis là, je pense j'ai participé à des projets de recherche internationaux avec des collègues en Argentine, au Brésil, au Colombie, au Maroc. Puis donc, avec tous ces collègues-là, on est en train vraiment d'essayer d'avoir des terrains dans lesquels on va mener des médiations, des recherches, médiations interculturelles. Donc, je suis contente que finalement l'interculturel continue à vivre de toutes sortes de façons. Puis en tant que présidente de l'ARIC, c'est vrai que je dis qu'il y a une diversité de manières d'aborder les questions interculturelles et de faire de la recherche interculturelle ou d'avoir des pratiques interculturelles. Et il faut surtout pas se fermer à ces diverses façons de faire. Donc je voudrais surtout pas qu'on dise l'interculturel c'est ça, puis uniquement ça. Je pense qu'au contraire, il faut privilégier des approches diversifiées. Puis c'est comme ça qu'on va développer des connaissances, c'est comme ça qu'on va développer des pratiques nouvelles et intéressantes aussi. Alors, ça peut être autant en communication, en sciences politiques, en histoire, dans le travail social. Donc il y a plein de façons finalement nouvelles, je pense aussi, d'approcher ce concept-là. Et le fait qu'on puisse l'approcher de diverses façons, ça permet de la créativité, ça permet de l'innovation. Pas tant que ça. Dans la réalité, je vous disais, il y a une politique interculturelle en éducation, elle n'est pas appliquée ou presque pas. Et dans les réalités vécues par les organismes, par exemple, les organismes interculturels, il n'y a pratiquement pas de subvention pour les aider. Donc, je fais partie d'un organisme interculturel, Rencontre interculturelle des familles de l'Estrie, depuis longtemps aussi. Puis l'interculturel est dans le nom de l'organisme et on vise vraiment des rencontres entre les familles de différentes origines, différentes cultures, etc. Et au fur et à mesure des années, on a vu vraiment au Québec les subventions baisser pour devenir rien du tout. Donc le ministère de l'Immigration, le MIDI au Québec, qui était celui qui donnait pour des projets interculturels un petit peu de fonds, n'en donne plus.
Il n'y a plus de fonds pour ça. Bon, il y avait une semaine interculturelle qui est tombée à l'eau. Donc maintenant, il y en a toujours une, mais il n'y a aucun fonds. Donc évidemment, chacun fait ce qu'il peut. Mais ça, on ne peut pas dire qu'il y a un appui réel aux questions interculturelles aujourd'hui. Je ne sais pas si, avec le nouveau gouvernement actuel, leur intérêt, je pense qu'ils ont un intérêt à la diversité. Est-ce qu'au travers, parce que c'est vraiment ce terme-là qui apparaît plus finalement dans leur texte, MIDI d'ailleurs, ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. Donc c'est comme une façon de se différencier par rapport à l'interculturel en ramenant la diversité, mais en parlant d'inclusion. Donc, je sais qu'il n'y a pas plus de sous, c'est sûr, parce qu'il faut les coupures aussi, mais bon, est-ce qu'il y a, au travers de ça, est-ce qu'il pourrait y avoir un petit intérêt pour soutenir des projets interculturels inclusif, hein. C'est sûr que selon les politiques, on essaie d'utiliser les bons termes. Là. Mais pour moi, l'inclusion, oui, ça fait partie de l'interculturel. La diversité, ça en fait partie aussi. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'interculturel, c'est vraiment d'essayer d'articuler tout ça, de voir comment se passent les articulations, puis les processus, de s'intéresser au processus et pas seulement à un état final qui serait dire on est inclus ou on est intégré ou on ne l'est pas. C'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de voir comment ça se passe finalement. C'est ça l'intérêt, pour moi, à mon avis, de l'interculturel. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même au Québec un intérêt. On peut parler d'interculturel au Québec. En France, on ne peut presque plus en parler. On n'a jamais beaucoup parlé, mais je dirais, à part dans des colloques de la RIC qui portent vraiment sur l'interculturel, où là, on va en parler parce que, on a appris à RIC qui est donné à quelqu'un qui travaille dans le domaine interculturel, qui a fait une thèse, donc je veux dire, on va parler de l'interculturel. On va être critique, mais on va en parler. Et à part dans ces colloques-là, il n'y en a pas beaucoup. Et les scientifiques, même, pour obtenir des subventions, ne vont pas parler d'interculturel. Ils vont y aller avec leur discipline et puis aborder, je sais pas, l'immigration, la mobilité, ou je sais pas quoi, mais dans leur discipline à eux. De la même manière, au niveau des politiques, on le sait, c'est pas ce qui est le plus privilégié actuellement en France. Malheureusement, parce que je pense que ça serait une belle opportunité avec les difficultés qui existent d'essayer de concevoir un petit peu justement les relations sociales d'une autre manière, mais pour le moment ça ne semble pas être ce qui est privilégié. Quand il y a repli identitaire, l'interculturel n'est plus à la mode. De penser interculturel, d'avoir cette pensée-là, finalement, quand il y a repli identitaire, c'est sûr qu'on ne pense pas inter. Oui. Puis quand on ferme les frontières, comme ça se passe actuellement un petit peu partout, surtout en Europe, mais un peu partout aussi, on peut dire que c'est sûr qu'on ne pense pas inter. On pense chez nous, chez eux et qui reste chez eux. Donc on n'est pas du tout dans un processus qui vise l'interculturel, au contraire, on vise vraiment la séparation. Alors, plus que jamais, je pense qu'on a besoin d'interculturel, mais je pense, et de recherche interculturelle pour faire peut-être avancer les idées, mais on a besoin aussi régulièrement de ramener ce terme-là ou ce concept-là dans les médias pour que ça ne devienne pas le tabou et que personne n'en parle, parce que c'est ce que c'est en train de devenir là, en Europe. Il ne faut pas en parler. Alors, ça a été le cas pour le multiculturalisme. Maintenant, ça devient le cas pour l'interculturel. C'est grave parce que, là, qu'est-ce qui reste? Il reste l'identité fermée. Il faut que ça parte des deux côtés. C'est-à-dire, je pense que s'il y avait quand même une volonté politique, ou au moins d'un certain nombre de politiques, je ne dis pas tout le monde, là, mais s'il y avait un courant politique qui était porteur d'interculturel, ça aiderait. Il faut que les intellectuels le portent. D'où l'importance d'associations comme la RIC. On doit continuer à porter l'interculturel. Il faut que des universitaires, des intellectuels continuent à travailler l'interculturel comme un objet de recherche, un objet de pratique professionnelle, un objet de formation, un objet de changement social. Si ça ne vient pas du monde politique, et je ne pense pas qu'actuellement on soit dans cette... Il faut que ce soit les intellectuels qui le portent et qui se battent pour le porter, parce que ce n'est pas facile actuellement. Et plus on sera
plus on aura une solidarité internationale à ce niveau-là et interdisciplinaire. Et plus chacun dans sa discipline va continuer à frapper le clou, peut-être qu'on arrivera à avoir un petit peu plus de légitimité au concept, et donc du coup que ça amènerait même au niveau des politiques un certain éveil. Mais moi je crois que c'est les intellectuels, puis les citoyens, c'est sûr, dans la vie quotidienne, les professionnels, les enseignants, les travailleurs sociaux, les gens qui sont des gestionnaires dans des organismes de santé, dans des organismes professionnels, ceux qui font les politiques, mais micro, dans les villes, dans les municipalités, c'est eux qui doivent aussi le porter. Mais ils ne pourront pas le porter tout seuls, il faut que les intellectuels soient là aussi. Puis là, peut-être que ça ferait changer les politiques, mais il y a beaucoup de travail à faire. Là. Puis c'est un vrai... Le défi est vraiment plus fort qu'il ne l'était, voilà, 20 ans, moi, quand j'ai commencé. Donc c'est un peu triste, là, parce qu'on se dit qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Mais bon, pour des raisons de géopolitique internationale, je pense, des conflits d'aujourd'hui, etc., on est vraiment beaucoup plus dans les replis. Puis l'interculturel, non seulement n'est plus à la mode, il devient tabou. Et comme tu le disais tout à l'heure, il devient même menaçant, en fait, pour les pays, ou en tout cas certains le voient comme ça. Donc, il y a beaucoup de travail à faire et je pense qu'il faut continuer. On en a fait déjà beaucoup. Et puis je crois quand même aux liens internationaux, aux solidarités internationales. Il y a des pays en Amérique latine qui commencent à parler d'interculturel, qui s'intéressent à ces questions-là, en joignant justement la question des autochtones qui sont importantes dans leur pays, en se disant, là, il y a plusieurs cultures en jeu, comment on fait dans une société pour vivre ensemble avec plusieurs cultures qui sont toutes légitimes et qui sont reconnues. Peut-être que c'est une autre façon de développer l'interculturel, et puis que ça va redonner de la force au concept, puis ça va aider les pays dans lesquels il n'y a pas ces questions-là, où les questions ne sont pas abordées comme ça. C'est ça, il y a beaucoup de pays d'Amérique latine qui ont mis la diversité dans leur constitution. Il y a le Brésil, la Colombie, la Bolivie, en tout cas plusieurs pays, parce qu'il y a plein de peuples autochtones qui sont là présents depuis toujours et qui ont leur langue, qui ont leur culture, leurs références, qui ont été écrasés, qui ont été dominés par la colonisation d'abord et puis dans la décolonisation après. Donc quand on aborde la diversité dans ces pays-là, c'est avec ces peuples-là, et l'interculturel, c'est entre toutes ces communautés-là. Donc ça renvoie aussi bien sûr à tout le processus de décolonisation. Et à mon avis, l'interculturel, je pense aux pays d'Afrique qui vivent beaucoup de choses difficiles, aussi de conflits dans la décolonisation avec des replis ethniques, ou en tout cas qui sont souvent liés à l'histoire, à la façon dont les colonisations et les décolonisations se sont passées. Mais là encore, je pense que l'interculturel peut être un choix dans ces pays-là. Et là, c'est éminemment politique, c'est des choix éminemment politiques. Dire, là, on veut favoriser l'interculturel plutôt que de couper le pays en deux en mettant les musulmans d'un côté puis les chrétiens de l'autre, ce qui s'est passé par exemple en ex-Yougoslavie. Peut-être que ça sera l'avenir, et j'espère que ça sera l'avenir. Actuellement, on est dans un mouvement où on a tendance vraiment à séparer les populations par culture, par ethnie, par confession religieuse, comme si c'était la solution. Mais on se rend bien compte que ce n'est pas la solution en même temps, puisque les conflits n'ont jamais été aussi forts. Donc il va falloir trouver d'autres solutions. Peut-être que l'interculturel le sera. C'est sûr que les recherches, oui, dans le domaine de la recherche, il y a vraiment de l'espace et des recherches qui, comme je le dis, peuvent faire avancer aussi les choses. Bon, je parlais de recherche-action-médiation, je pense que c'est une belle voie, une avenue qui peut être utilisée dans différents pays. On parle des sociétés africaines où il y a des conflits, donc ça, c'est vraiment des espaces où justement on va pouvoir travailler avec ces recherches-action-médiation en essayant de travailler avec
différents éléments de la population. Et si on arrive à travailler avec des leaders de la population, à réarticuler ces leaders-là dans un dialogue minimalement, on peut penser que oui, eux, ils vont porter après des choses. Bon, en termes de pratique, il y a quand même eu des pratiques intéressantes dans les pays justement qui ont connu les génocides, par exemple Rwanda, Burundi, on sait que la situation est très difficile actuellement, mais il y a des expériences intéressantes dans ces pays-là sur le vivre ensemble après le génocide. Et là encore, c'est à mon avis, on est encore presque en recherche, hein, ce sont des actions, mais en même temps on fait de la recherche parce que les choses ne sont pas encore vraiment assises, mais on fait des choses intéressantes et c'est profondément interculturel ce qu'on essaie de faire à ce moment-là. Et donc je pense que là, il y a des choses intéressantes. En termes d'emploi aussi, ben, je pense au Canada, dernièrement, il y a un professionnel qui travaille au musée d'immigration à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Donc eux sont en train de refaire tout le musée de l'immigration parce qu'il était basé vraiment sur l'immigration ancienne qui est arrivée par la mer à Halifax. C'est un très beau musée d'ailleurs, il faut aller le voir. Et là, ils sont en train de faire des entrevues, ben, un peu comme celle-là, mais qui portent sur des parcours d'immigration de nouveaux immigrants au Canada. Nouveau depuis les années 60 en fait. Donc, il va y avoir une banque de données très très intéressante sur les parcours de ces immigrants et leur arrivée et comment s'est passée leur intégration au Canada. Donc ça c'est intéressant parce que ça va être vraiment une banque d'entrevues, c'est des entrevues d'1h30, 2 heures où les gens racontent et les chercheurs vont avoir accès à tout ce matériel-là, donc à la fois aux vidéos et aux verbatim de ces entrevues-là. Donc ça va être précieux, on va pouvoir faire du travail là-dessus, on va pouvoir continuer à faire sur les concepts d'intégration, d'interculturalité, etc. Et de la même manière, je dirais que l'idée qu'on fasse des musées d'immigration, il y en a un en France qui a été fortement contesté, il y a eu toutes sortes de polémiques autour, mais bon, au Canada, il y en a de plus en plus, puis qui sont des musées intéressants. Le fait qu'on fasse ces musées-là, à mon avis, d'abord ça peut donner de l'emploi à des gens autour des questions interculturelles, mais c'est aussi un signe que de toute façon interculturel est là pour rester aussi et qu'il va falloir qu'on continue à développer autour. Donc ça peut être des emplois. Bon, des emplois, il y en a beaucoup aussi ici au Québec dans le milieu scolaire autour des rapports famille-école avec les personnes qui parlent une autre langue, qui viennent d'un autre pays, etc. Et puis, il reste aussi bien dans le Canada anglophone que dans le Québec francophone du travail à faire sur les communautés anglophones et francophones. Donc, et ça, c'est du travail interculturel aussi. Donc, il y a aussi du travail à faire beaucoup là-dessus. Puis, c'est ça, comme je vous le disais, dans les pays d'Amérique latine ou en Afrique, à mon avis, il y a vraiment des postes qui ne sont pas appelés comme ça, là, mais qui vont être en interculturel. Alors, en Amérique latine, de plus en plus, il y a des études interculturelles, des diplômes dans ce domaine-là. Et donc, on peut penser qu'il va y avoir des emplois là, qui vont de plus en plus se développer. Puis, j'espère qu'en Afrique, on va arriver à voir surgir... Parce qu'il y a déjà des pratiques, en fait. Il s'agit davantage de leur donner un nom et puis de dire qu'il y a des gens aussi qui peuvent enrichir aussi ces pratiques-là. On le contextualise différemment, c'est normal. On ne peut pas parler de la même chose. Tu sais, puis même quand on parle du multiculturalisme, c'est pas la même chose en Angleterre, en Hollande ou bien au Canada ou en Australie. Donc ça, on peut pas dire que c'est la même chose. Mais l'interculturel, ça pourrait être pareil, ça pourrait être contextualisé différemment. Mais je pense que ce qui peut lui donner de sa force, c'est vraiment la multidisciplinarité. C'est vraiment parce qu'on va l'aborder par différentes disciplines qu'on va être capable de lui donner du poids, de la légitimité, de la force.
Donc il ne faut pas que ça soit le domaine réservé des psychologues ou des gens en éducation ou en travail social. Il faut vraiment beaucoup plus s'ouvrir littérature, histoire, sciences politiques, même des sciences dures, les ingénieurs, je ne sais pas, tout le monde peut avoir affaire à l'interculturel. Les ingénieurs qui vont construire des ponts ou qui vont construire des bâtiments dans un pays qui n'est pas le leur, et ils sont dans une démarche interculturelle et ils doivent être accompagnés dans cette démarche-là, sinon ils vont faire des bêtises. Donc on a vraiment tous à travailler avec ce concept-là en arrière-plan. Alors ce qui fait que c'est difficile, c'est parce que c'est un concept d'arrière-plan, c'est rarement un concept de front, là. Tu sais, c'est pas une discipline, là. Mais c'est un domaine, et je pense que la multidisciplinarité, l'interdisciplinarité, si on va chercher sa légitimité partout, on va le renforcer. Il ne faut pas avoir peur de ça. Ben, écoute, oui, certainement que ce serait possible en laissant des possibilités justement de contextualiser dans différentes disciplines et dans différents pays. Mais oui, certainement qu'on arriverait à quelque chose. Ben, tu sais, ce que je disais tout à l'heure, tenir compte de la culture ou des cultures et des dynamiques culturelles, et puis tenir compte des liens et des inter. Bon, je pense que assez rapidement, chacun avec nos mots, on pourrait s'entendre autour de quelque chose comme ça. Et puis, en quoi ça peut faire avancer les sciences et en quoi ça peut faire avancer les pratiques et les pays et les sociétés, ben c'est peut-être là qu'on aurait chacun notre mot à dire pour raffiner finalement la définition commune. Voilà, donc je dirais l'interculturel en une ou deux phrases, c'est vraiment les liens et les rapports sociaux entre des acteurs, des personnes, des sujets acteurs, des institutions, des organisations, des sociétés, et en tenant compte des dynamiques culturelles.